ces créatures hantent nos pires cauchemars. Depuis des générations, on raconte d'horribles histoires sur leurs dents acérées et sur les bancs affamés. Mais la façon dont est perçu cet animal magnifique commence à changer. Dans les mers infestées de requins au sud de l'Afrique, la peur est remplacée par le respect. L'obsession de l'homme pour la mer nous fait sortir de notre élément et nous emmène dans celui de ces incroyables chasseurs. Des pionniers ont décidé de consacrer leur vie à vivre en harmonie avec le prédateur le plus redouté de tous. Sur la côte sud-africaine, au sud du Cap, à l'aube. Les gens vont à l'eau dès que le jour est levé. Ils surfent sur l'énergie de l'océan pour s'entraîner et s'amuser. Ce littoral abrite l'un des meilleurs spots de la planète. Chaque jour, des centaines de personnes prennent ces vagues. Mais c'est un passe-temps extrêmement risqué. En entrant dans l'eau, les surfeurs pénètrent le domaine de l'un des prédateurs les plus anciens et les plus redoutables du monde. En moyenne, les requins attaquent 10 personnes par an autour du globe. Mais moins de 10% de ces attaques sont mortelles. Près du Cap, les gens ont surtout peur du requin blanc. Le roi des requins, l'espèce la plus dangereuse pour l'homme. Mais ils sont loin d'être les seuls requins établis sur les côtes du sud de l'Afrique. On en trouve de toutes les formes, et ils vivent très différemment. Des femelles enceintes profitant des eaux chaudes, passant par les bancs imposants et dynamiques, aux brutes déterminées, vivant dans les eaux troubles. Pendant des siècles, ces incroyables créatures ont instigé la peur chez les hommes. Les histoires en ont fait d'horribles mangeurs d'hommes, invisibles et à l'affût juste sous la surface. Mais certaines personnes ont décidé de partager l'océan avec ces prédateurs. Cela passe par assurer la protection des autres, à dépasser sa peur en plongeant au milieu des requins, mais aussi par l'observation pour en apprendre le plus possible sur le prédateur le plus impressionnant du monde. Les habitants de cette côte ont décidé de se consacrer à éveiller les esprits, autant ceux des sauveteurs que ceux des prédateurs. Au large de la côte sud-est africaine, se trouve un monde sous-marin aux eaux turbulentes appelé Aliwal Shoal. Ici, les dunes de sable fossilisées forment de profonds récifs.
C'est un endroit inquiétant qui peut sembler stérile au premier regard. Mais les récifs attirent de nombreuses formes de vie très diverses. Parmi ceux qui visitent cette zone, on retrouve certains des requins les plus sociables de la côte. Le requin bordé vit dans les eaux tropicales et subtropicales de la planète. Ceux-là viennent à Ali Wal Shoal pour se nourrir des proies près des récifs. Avec leurs 2,50 m de long, ce ne sont pas les plus grands requins des océans. Ils sont particulièrement actifs et accélèrent brusquement pour attraper une proie. Les corps profilés des requins bordés sont parfaits pour fendre l'eau. Leurs longues nageoires pectorales produisent une poussée et la nageoire dorsale va les stabiliser. Aujourd'hui, l'odeur d'huile de poisson a causé un important rassemblement de requins bordés. Ils ont été appâtés. Un groupe de touristes est là pour voir ces requins. Ils nagent parmi eux sans cage. La chercheuse et guide Jessica Escobar est la première dans l'eau. Elle consacre sa vie à l'étude de ces créatures en dirigeant des recherches génétiques sur les populations de requins bordés de cette côte. Elle conduit ses visites pour que les gens en apprennent plus sur les requins. Ici, les gens peuvent voir que ces animaux ne sont pas les mangeurs d'hommes vicieux de notre imaginaire. Les experts pensent que si les requins attaquent l'homme, c'est la plupart du temps par curiosité ou parce qu'ils nous confondent avec des proies, comme des phoques. Quand ils entourent Jessica, il apparaît comme évident qu'ils ne la voient pas comme une proie. D'ailleurs, ce serait plutôt aux requins d'avoir peur de nous. Cette femelle a la mâchoire cassée. Elle ne peut plus attraper ses proies. Elle survivra en se nourrissant des restes des autres le plus longtemps possible. Mais ses jours sont comptés. Sa blessure a dû être causée par des pêcheurs. Des milliers de tonnes de requins sont pêchés pour leur viande et leurs nageoires chaque année sur le littoral sud-africain. Ce n'est qu'une fraction de la prise mondiale. En moyenne, les requins tuent moins de 10 personnes par an. En comparaison, l'homme tue 180 requins chaque minute.
Ça en fait environ 11 000 par heure. Et jusqu'à 100 millions par an. Les fossiles retrouvés suggèrent que les requins sont parmi les premiers vertébrés à avoir eu une mâchoire et qu'ils sont apparus il y a plus de 420 millions d'années, bien avant les dinosaures. Si nous continuons ainsi, nous pourrions les mener à l'extinction, causant ainsi la disparition de l'un des plus anciens prédateurs de la planète. Cela aurait des conséquences considérables sur l'écosystème marin mondial et affecterait de nombreuses espèces. L'une des premières à en ressentir les effets serait le rémora. Ces poissons sont ceux qui ont développé la relation la plus étroite avec les requins. Les rémoras se fixent aux requins en utilisant une ventouse qu'ils ont sur la tête. Ils s'accrochent à n'importe quelle partie du corps. Pendant les promenades, ils se nourrissent des restes de nourriture des requins. Ce ne sont pas que des pique-assiettes. Ils se nourrissent aussi des parasites sur la peau des requins. Les rémoras dépendent directement des requins pour survivre. Mais l'influence des hôtes sur leurs pensionnaires s'étend bien plus loin que ça. Le plus grand prédateur des océans joue un rôle crucial dans l'équilibre de la chaîne alimentaire marine. Les conséquences dramatiques de la réduction de la population des requins pourraient conduire à la destruction de nombreux écosystèmes marins. Les récifs coralliens souffriraient certainement de leur disparition. Sur la côte sud-africaine, à environ 350 km d'Aliwal Shoal, se trouve la baie de Sodwana. Là, de grands massifs de coraux poussent dans les eaux chaudes et turquoises. Ces massifs sont la base d'un monde grouillant de vie. Des études ont montré que les récifs de coraux ont besoin de superprédateurs pour survivre. Les requins se nourrissent de plus petits prédateurs, comme ces morues de roche, contrôlant ainsi leur nombre. Sans ce contrôle, les petits prédateurs pourraient décimer les poissons herbivores du récif. Ces poissons sont cruciaux pour le récif. Ils mangent les algues qui autrement grossiraient et étoufferaient le corail avant de le tuer. Sans les requins au sommet de la chaîne alimentaire, tout ce système naturel pourrait s'effondrer. Les récifs comme cela sont la destination favorite des plongeurs. Alors, pour continuer à en profiter, il est crucial de protéger les requins qui équilibrent le système. Leur protection passe entre autres par l'apprentissage d'un partage sain des eaux. Cela vaut autant pour les récifs que partout ailleurs.
Ce requin corail de 2 mètres de long est bien connu pour son tempérament méfiant. Il a tendance à effrayer les plongeurs. Mais au bord du récif, l'un des requins les plus incompris des océans émerge des eaux turquoises. Chaque été, des femelles requins-taureaux pleines se regroupent en petit nombre dans ce bassin sableux. Ces requins sont bien connus des locaux qui les ont longtemps craints à cause de l'aspect féroce de leur gueule. Pourtant, ils sont généralement calmes et ne deviennent agressifs que s'ils sont provoqués. C'est l'occasion pour les plongeurs d'observer ces femelles et de voir de plus près ces magnifiques prédateurs dans leur environnement naturel. Les requins-taureaux passent la gestation dans les eaux chaudes de Sodwana. Tout le temps qu'elles seront là, elles chasseront très peu afin de conserver de l'énergie. Chaque mère engendrera 2 petits, un de chacun de ses ovaires, mais elles portent de nombreux embryons. La course pour la survie commence alors pour les requins à naître. Le premier de chaque oviducte qui développera des dents mangera ses frères et sœurs. À ce moment-là, les ovaires de la mère contiennent jusqu'à 9 kg d'œufs non fécondés qui vont nourrir les petits affamés. Les 2 petits feront environ 1 mètre quand ils naîtront, et ils seront déjà bien développés. Contrairement à certains poissons qui abandonnent des milliers d'œufs non développés, la reproduction des requins privilégie la qualité à la quantité. Cette gueule grande ouverte peut être terrifiante, mais il n'y a que peu de danger. Pendant qu'elles se reposent dans ces eaux, les mères mangent si peu que des algues poussent sur leurs dents. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut approcher ces requins. Mais il y a des limites à l'interaction. Les touristes doivent suivre des règles strictes. Il y a par exemple une restriction sur le nombre de plongeurs et sur la longueur des palmes. C'est un exemple fantastique de comment les humains peuvent apprendre à interagir avec les requins d'une manière sûre, à la fois pour l'homme et la bête. Petit à petit, notre comportement vis-à-vis des requins-taureaux change. Cependant, tous les requins ne souffrent pas d'une mauvaise réputation. Certains sont de sympathiques créatures. D'ailleurs, l'un de ces requins est très apprécié pour son incroyable capacité d'interaction. Les requins-baleines sont les plus grands poissons des océans. Ils mesurent jusqu'à 14 mètres de long. Les touristes viennent du monde entier pour vivre cette expérience. Ici, sur l'île de Mafia, au large de la côte tanzanienne, même ce jeune requin attire des admirateurs. Il est absolument inoffensif. Contrairement à leurs féroces cousins, les requins-baleines sont suspensivores. Pour manger,
ils nagent la gueule grande ouverte et aspirent le plancton et les petits poissons de l'eau. Les habitants de l'île de Mafia ont réussi à tourner la cohabitation avec ces mastodontes pacifiques à leur avantage. Pour eux, la pêche est un mode de vie. Les requins-baleines sont souvent accompagnés de larges bancs de poissons. Quand les pêcheurs remarquent des requins à la surface, ils lancent d'immenses filets pour encercler ces bancs. Coordonner ce piège est un effort collectif. Ces énormes filets encerclent et piègent aussi les requins. Dès qu'ils ont emmené le banc là où ils le souhaitent, les plongeurs peuvent aller aider les requins. Un peu d'aide permet aux guides involontaires de s'échapper en sécurité. Là, l'homme et le requin nagent côte à côte et se nourrissent tous deux grâce aux eaux riches et chaudes. S'il est possible de s'approcher autant des requins-baleines, c'est parce qu'ils ne nous confondent pas avec le plat de résistance. Mais en ce qui concerne les requins prédateurs, il vaut mieux en avoir peur et les respecter. Le requin-tigre est l'un des prédateurs les plus célèbres des océans. Ce requin est un opportuniste. Il mange tout type de proie, des tortues aux grands mammifères marins. Grâce à leur museau carré qui n'entrave pas la prise des proies et à des dents particulièrement acérées, les requins-tigres peuvent déchiqueter les os et les coquilles. Ils sont connus pour manger de tout, que ce soit des chevaux morts ou des roux. Cela pourrait expliquer pourquoi les requins-tigres sont parmi les 3 requins les plus mortels. Alors que le requin-tigre est craint pour ce qu'il mange, un autre membre du top 3 des requins les plus dangereux pour l'homme est craint pour son lieu de chasse. À l'extrémité nord de la célèbre réserve naturelle sud-africaine, le parc national de Kruger, se trouve un bushveld. La seule eau qu'on trouve ici coule dans des rivières troubles encerclées par des crocodiles et des hippopotames. Ça n'a donc rien à voir avec les océans. Pourtant, en 1950, des pêcheurs ont attrapé un énorme requin bulldog à cet endroit précis. Pour arriver là, il a dû remonter le fleuve Limpopo sur plus de 200 km depuis les côtes du Mozambique.
Les requins bulldogs peuvent vivre en eau douce et en eau salée, grâce à leur capacité à contrôler le taux de sel de leur corps. On les trouve habituellement dans les fleuves et les estuaires. Ils chassent souvent dans les eaux troubles, où les fleuves chargés de sédiments se jettent dans la mer. Dans ces conditions, ils peuvent facilement confondre des hommes avec des proies. Ils peuvent mesurer 4 mètres et proportionnellement à cette taille, ils ont la morsure la plus puissante de tous les requins. Cette combinaison de facteurs fait d'eux une autre des 3 espèces les plus dangereuses pour l'être humain. Mais comme pour tous les requins, nous sommes plus dangereux pour eux qu'ils ne le sont pour nous. Sur les plages sud-africaines les plus fréquentées, les filets anti-requins les empêchent de s'approcher du rivage. Ils sont conçus pour protéger les gens. Mais ces filets attrapent et tuent en moyenne plus de 35 tonnes de requins par an. Peu d'entre eux ont la chance de s'en échapper. Heureusement, à certains endroits de la côte, on trouve des alternatives pour protéger les plagistes sans s'en prendre aux requins. Au Cap, depuis la plage de Muizenberg, on peut voir que l'eau est remplie de surfeurs. D'ordinaire, les requins-tigres et bulldogs ne nagent pas autant au sud. Mais ce littoral est le terrain de chasse favori d'une menace bien plus grande. Le grand requin blanc. C'est le responsable du plus grand nombre d'attaques mortelles contre l'homme. Mais ici, il n'y a aucun filet pour protéger les surfeurs. À la place, il y a une protection bien plus simple. Depuis les collines surplombant Muizenberg, les guetteurs peuvent repérer les silhouettes de squales dans les eaux peu profondes. Ils font des rapports réguliers à la plage par radio. Et ils utilisent une sirène pour alerter les nageurs s'ils voient un requin. Le drapeau noir indique de mauvaises conditions de visibilité et donc une baignade risquée. Il y en a d'autres pour indiquer de bonnes conditions ou pour donner l'alerte. Les guetteurs de requins observent 4 plages différentes 365 jours par an. Ils en couvrent 4 autres pendant la haute saison. Il n'y a eu qu'une seule attaque à Muizenberg depuis le lancement du programme en 2004. Elle a eu lieu un jour de mauvaise visibilité. Les surfeurs peuvent profiter des vagues plus tranquillement. Des yeux surveillent l'eau et les requins sont saufs. C'est une initiative importante. Les eaux qui entourent le Cap abritent un très grand nombre de grands requins blancs. Pour comprendre pourquoi, il faut plonger dans le monde d'un requin plus petit et bien plus inoffensif. Le Haploblepharus edwardsi est endémique à l'Afrique du Sud. Cet habitant des fonds marins ne mesure pas plus de 60 cm. Il est surnommé le heurtant, en référence à l'un des serpents les plus dangereux d'Afrique du Sud, la vipère heurtante.
Mais contrairement à son homonyme reptilien, ce petit requin n'est absolument pas une menace pour l'homme. La nuit, il se nourrit de poissons, de calamars et de crustacés. Il partage son habitat avec un cousin, le Poroderma africanum. Celui-ci est identifiable grâce aux rayures sur ses écailles. Il est surtout actif lorsqu'il fait nuit. La journée, il se prélasse au fond de la mer et bouge de façon léthargique. Ces deux petites espèces sont complètement différentes du superprédateur des océans. Mais leur habitat nous montre qu'il y a assez de vie dans ces eaux pour nourrir un prédateur affamé. Ils vivent à la base d'une grande forêt de varech. Ces immenses plantes marines peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres grâce à une bonne luminosité. Elles sont fertilisées par les nutriments présents dans les remontées d'eau. Ainsi, ce littoral est l'un des plus féconds de la planète. La forêt est pleine de vie. Des groupes d'oursins se sont accrochés aux rochers et se nourrissent d'algues. À leur tour, ils servent de nourriture pour des poissons comme les Chrysoblephus laticeps. Ce n'est qu'un exemple des espèces présentes ici. Cette forêt est à la base d'une chaîne alimentaire qui va nourrir de nombreux mammifères marins, y compris certaines des proies préférées du requin blanc. Un banc de dauphins nage dans les eaux de la baie de Falls à l'est du Cap. Ces animaux gracieux sautent dans les airs avec aisance. Les delphinos sont aussi agiles que les parents. Les jeunes ne quittent pas leur mère un seul instant. Ils seraient une proie facile pour le requin blanc. Le long de cette côte, on trouve un animal que le requin blanc aime par-dessus tout. L'otarie d'Afrique du Sud. L'été, les otaries à fourrure d'Afrique du Sud viennent former des colonies sur le littoral. Elles se rassemblent pour accoucher et s'accoupler. Au début de l'hiver, les jeunes apprennent à nager et tentent d'aller pour la première fois en eau libre. Ces animaux à sang chaud doivent réguler leur température dans les eaux froides de cette côte. Pour cela, ils comptent en partie sur leur épaisse fourrure, mais également sur une réserve de graisse. Cette graisse est très calorique. C'est une excellente source d'énergie pour ce poids lourd des eaux.
Ces énormes requins peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à 2 tonnes. Leur imposante musculature leur permet de faire des accélérations à 50 km/h. Après 400 millions d'années d'évolution chez les requins, le requin blanc est sans conteste le prédateur le plus abouti de la planète. Ils font partie des prédateurs marins capables d'augmenter et conserver la chaleur de leurs muscles de propulsion. Ils peuvent aussi nager plus vite et produire plus d'énergie. Pour nourrir leurs muscles en oxygène, ils ont de très grosses branchies et un taux d'oxygène dans le sang élevé. Pour leur permettre d'atteindre une vitesse élevée, la queue a une zone plus plate devant les ailerons, qu'on appelle la carène. Elle sert à réduire les turbulences quand le requin fait des accélérations. Cette silhouette en forme de torpille facilite les attaques du requin blanc. On ignore encore énormément de choses sur eux. Les scientifiques du monde entier continuent de les étudier. À Mossel Bay, à 340 km à l'est du Cap, une île abrite une colonie d'otaries. Les chercheurs d'Ocean Research ont là l'occasion rêvée de les étudier. Les jeunes otaries doivent traverser un canal pour accéder à l'océan, qui se trouve être également le terrain de chasse du requin blanc. L'équipe attire les requins avec des appâts pour pouvoir photographier chaque nageoire dorsale qui dépasse de l'eau. Depuis la surface, l'incroyable puissance de ces créatures est bien visible. Pour éviter que les requins associent les bateaux avec de la nourriture, on retire l'appât au dernier moment. Pourtant, même si parfois les scientifiques voient le requin arriver, ils ne font pas le poids face à sa vitesse. Une fois qu'ils ont recensé chaque individu pour leur étude, l'équipe installe des appâts autour d'un capteur de force qui mesurera la morsure du requin. Le but est de vérifier si un requin mord toujours un objet inconnu avec la même force. Ce genre de test permet aux scientifiques de comprendre comment ces poissons approchent des objets inconnus, comme des gens ou des planches de surf. Avec tous les requins qui se rassemblent ici,
ils ont aussi la chance d'observer ce qu'il se passe quand ces prédateurs, d'ordinaire solitaires, interagissent. Les plus petits laissent vite la place aux plus gros. On comprend facilement les risques de traîner près d'un requin blanc. Seul un énorme requin serait capable d'infliger de telles blessures. Les scientifiques ont découvert que les petits requins chassent différemment et ont un taux de succès moins élevé. Peut-être qu'avec le temps, les requins connaissent les meilleurs terrains de chasse. Ou alors, peut-être que les plus vieux empêchent les plus jeunes d'accéder à ces zones. Quelle qu'en soit la cause, les plus gros requins ont droit aux meilleures proies. Alors que les capteurs de force mesurent la morsure des requins, l'équipe d'Ocean Research a l'outil parfait pour observer leur meilleure technique de chasse, l'embuscade par derrière. Ils ont attaché un leurre derrière le bateau. Le requin blanc est au sommet de la chaîne alimentaire marine. Mais aucun requin ne considère l'homme comme une proie. De retour à Aliwal Shoal, il est temps pour les plongeurs de faire face à leur peur en plongeant avec des requins bordés. Cette cage est ce qu'il y a de mieux pour réduire le stress de la situation. Une fois qu'ils sont à l'aise, les plongeurs quittent la cage pour se mêler directement aux requins. Il est strictement interdit de toucher les requins afin de les déranger le moins possible et d'assurer la sécurité des plongeurs. Les requins avancent sans danger. La plupart des gens ne voient des requins qu'à la télévision, avec des bruitages menaçants. Mais dans l'eau, il y a de l'espoir. L'espoir que les bruits de l'océan couvriront la musique des films d'horreur dans la tête des touristes. L'espoir que le respect et l'admiration remplaceront la peur. Et l'espoir qu'en apprenant plus sur les requins et sur leur rôle crucial dans l'équilibre de l'écosystème marin, nous en ferons plus pour les protéger.
comprendra ces magnifiques et anciennes créatures, plus on pourra apprendre à vivre avec eux. L'Afrique. Un continent qui déborde de vie. La variété de ses paysages permet à une faune et une flore incroyables de se développer. Si certaines espèces sont déjà bien connues de tous, tapis dans l'ombre, il existe également une grande diversité de reptiles que nous voyons rarement. Des experts de la survie. Ils se sont adaptés à pratiquement tous les habitats africains. Et ils ont su évoluer de multiples façons. Ce qui fait d'eux les maîtres incontestés du domaine de l'ombre. Un frais matin d'automne se lève sur la côte du sud-est de l'Afrique. Ce qui signifie que la mise en route sera plus longue pour certains. Un varan profite des premiers rayons du soleil pour se réchauffer. Son poids peut atteindre jusqu'à 5 kg. C'est l'un des plus grands lézards d'Afrique. Contrairement aux oiseaux et aux mammifères, la température corporelle des reptiles varie avec celle de leur environnement. Quand les températures baissent, leur physiologie ralentit pour conserver un maximum d'énergie. Cela affecte tout leur organisme. Il ne peut même pas manger. Son système digestif est également en veille. Il étale son corps sur la pierre et il savoure la chaleur qui s'en dégage en attendant que le soleil lui apporte l'énergie dont il a besoin. Les reptiles font partie d'une famille d'animaux qui occupent la planète depuis plus de 300 millions d'années. Ils font partie des premiers vertébrés qui se sont reproduits hors de l'eau. Cela leur a permis de conquérir la terre ferme et de s'installer dans une immense variété d'habitats. Que ce soit dans les déserts brûlants, dans les forêts tropicales ou en montagne, ces incroyables reptiles sont partout. Les plus nombreux d'entre eux sont les saurophidiens, qui regroupent les serpents et les lézards. Mais la différence entre les deux n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire. Les agamas, les caméléons, les geckos, les varans et les cinques sont tous des lézards. Et ces 5 dépourvus de pattes en sont également, bien qu'ils ressemblent à des serpents. Même les serpents descendent de lézards qui ont perdu leurs pattes. Les serpents et les lézards ont chacun évolué dans des directions différentes.
et ils ont ainsi donné le jour à des innovations biologiques absolument uniques au monde. Sur les sommets du Drakensberg, un autre genre de cinq prend également un bain de soleil. Ils ressemblent aux lézards que l'on peut trouver dans nos jardins. Leur physionomie est composée d'une tête, d'un corps recouvert d'écailles, d'une queue et de 4 pattes. La famille des cinq et ses 1500 espèces différentes est la plus grande famille de lézards qui soit. Ils ont su s'adapter aux jardins du monde entier. Bien que les lézards aient une structure corporelle semblable à celle de la plupart des reptiles, ils comptent une diversité d'espèces absolument fascinante. Une fois réchauffé, le varan se met à l'ouvrage. Il a emmagasiné assez de chaleur. Il est à présent temps de remédier à la faim qui le guette. Il analyse son environnement à l'aide de sa langue fourchue. Il goûte littéralement l'air. Sa langue l'aide à détecter une odeur qu'il tâche de suivre. En comparant la concentration de l'odeur perçue à différents endroits, il sait dans quelle direction aller. Peu de lézards sont pourvus d'une langue bifide. Les varans sont une des rares espèces à en avoir une. C'est un attribut que l'on associe plus souvent à une autre famille de reptiles, les serpents. Dans les forêts de feuillus du sud de l'Afrique, un serpent peu connu chasse également ses proies à l'aide de sa langue bifide. Il s'agit d'un jeune python de Séba. Pour le moment, il ne mesure pas plus d'1,5 mètre de long. Mais il commence à peine sa croissance. Une fois adultes, ils atteignent jusqu'à 6 mètres de long, voire plus. C'est l'un des plus grands serpents au monde. Il explore les arbres à la recherche d'oiseaux et de rongeurs. Mais il s'intéressera progressivement à de plus grosses proies, telles que les roussettes, les singes et même les antilopes. Il utilise son corps puissant pour se hisser dans les branches. Ses crochets ne sont pas dotés de venin, contrairement à la plupart des serpents. C'est un constricteur. Il se sert de son corps pour étrangler sa proie en s'enroulant autour d'elle et en la serrant. Il resserre sa prise à chaque expiration de sa victime, écrasant sa cage thoracique et l'empêchant ainsi d'inspirer. Finalement, la proie meurt d'un arrêt cardiaque. Les pythons de Séba viennent d'une lignée très ancienne et sont des parents éloignés des boas d'Amérique du Sud. Mais les serpents ont un jour été des lézards, et ce spécimen porte encore des traces bien visibles de son ascendance. Pour qui sait où chercher? On distingue des saillies osseuses de chaque côté de son cloaque. Ce sont les vestiges de ses pattes arrière. Son squelette porte encore les traces de sa ceinture pelvienne et de son fémur. Ces saillies sont généralement plus longues chez les mâles, et ils s'en servent pendant l'accouplement.
Mais ces vestiges de ceinture pelvienne ne semblent pas avoir de fonction quelle qu'elle soit. Comme le coccyx chez l'homme, il s'agit d'un reliquat qui témoigne de son évolution. Non loin, un autre reptile se faufile sous le tapis de feuilles mortes. Si le python est un lézard qui a perdu ses pattes, il s'agit ici d'une toute autre sorte de lézard. Il s'agit d'un genre de cinque dépourvu de pattes, à la recherche de vers de farine, de grillons et même de petits mammifères. Mais il n'est pas le seul à chasser. L'Amblyodipsas et le cinque sont tous les deux assez grands. Cependant, seul le serpent possède un venin mortel. À mesure que les crochets s'enfoncent, le venin immobilise rapidement le cinque. Des enzymes contenues dans ce venin commencent à digérer doucement les organes internes. Le serpent doit avaler sa proie en commençant par la tête. Plus facile à dire qu'à faire. Il n'a que ses crochets pour l'aider à mettre sa victime dans le bon sens. Il finit enfin par gober la tête et petit à petit, il fait glisser le reste du corps jusqu'à réussir à avaler son repas complètement. Il y a 300 millions d'années, les lézards et les serpents ont été parmi les premiers à quitter le monde aquatique et de nouveaux défis les attendaient sur la terre ferme. Le premier consistait à lutter contre la déshydratation. Ce qui a engendré l'attribut le plus reconnaissable et commun à tous les reptiles, leurs solides écailles. Leur armure est recouverte de kératine, une protéine qui compose les ongles chez les humains. Détail important, elle rend leur peau imperméable. Ce facteur était essentiel pour que les lézards et les serpents puissent s'établir dans une grande variété d'environnements. Cela leur permet de survivre dans des habitats trop hostiles pour la plupart des animaux. Aucun n'est plus inhospitalier que le désert de Namibie sur la côte ouest de l'Afrique. Le courant de Benguela remonte le long du littoral. Il est glacé, mais porteur de vie. L'eau froide n'engendre que très peu d'évaporation dans l'air. Bien qu'il y ait régulièrement du brouillard le long de la côte, il n'y pleut pratiquement pas. Le brouillard est donc la principale source d'eau dans cet environnement pour le moins aride. Cette région est composée de dunes et d'un océan de sable. Et pourtant, même ici, les serpents et les lézards prospèrent. Une vipère de Péringué de moins de 50 cm atteint le sommet d'une dune. Ces serpents se sont remarquablement bien adaptés à cet environnement brûlant et en perpétuelle transformation. La température sur le sable peut atteindre jusqu'à plus de 45 degrés Celsius.
Les vipères se déplacent donc rapidement. Leur corps ne touche le sable brûlant que par endroits, tandis qu'elles glissent sur le côté pour limiter le contact avec le sol et ne pas s'enfoncer dans le sable fin. Vivre dans les dunes présente cependant ses avantages. C'est l'endroit idéal pour se cacher et se tenir en embuscade. Seule sa langue pourrait trahir sa présence. Les vipères ne sont pas les seuls à se plaire ici. Ce caméléon du désert est à la recherche de coléoptères. Sa peau est parfaitement adaptée pour supporter des températures aussi élevées. Il change volontairement de couleur, plus sombre quand il fait froid pour absorber la chaleur, et plus clair quand il fait très chaud pour réfléchir le soleil. Mais la peau des reptiles ne leur sert pas uniquement à supporter la chaleur. Chez certaines espèces, la peau s'est transformée en véritable cape d'invisibilité. Pour un œil non exercé, le sol jonché de feuilles mortes de cette forêt semble désert. Une pupille se distingue entre les feuilles. Une vipère du Gabon. Cette experte du camouflage est l'un des serpents les plus venimeux au monde, avec des crochets de 4 cm. Ses jolies couleurs brunes la rendent pratiquement invisible. Sa patience est remarquable. Elle est capable de rester cachée dans le feuillage pendant des heures dans l'attente d'une proie. Des souris, des grenouilles, des oiseaux, des petites antilopes et même des singes sont ses cibles. Mais l'élément de surprise est capital. Un groupe de vervets n'a pas vu le danger. La vipère reste immobile, à l'exception de ses yeux vifs. Mais les vervets restent prudents. L'un d'entre eux l'a vu et sonne tout de suite l'alerte à la ronde. Tous les singes prennent alors leur distance. Se sachant découverte, la vipère part à la recherche d'une nouvelle cachette pour une embuscade. Mais elle n'est pas la seule experte en camouflage. De nombreux lézards maîtrisent très bien cet art également. La petite île de Nosy Mangabi est située le long de la côte de Madagascar. Madagascar est la 3e plus grande île au monde et son isolement rend sans aucun doute sa biodiversité unique en son genre. Pratiquement tous les animaux et toutes les plantes qui y vivent n'existent nulle part ailleurs.
Et c'est au cœur des forêts tropicales de cette île que l'on peut observer l'un des plus grands maîtres du camouflage à l'œuvre. Le gecko satanique à queue de feuille. Comme la plupart des geckos, il est uniquement actif la nuit. Dans la journée, il cherche en général une bonne cachette où il est invisible, parfaitement immobile. En aplatissant son corps contre l'écorce, il s'assure qu'aucune ombre ne vient trahir sa présence. Les cannelures et les contours irréguliers de son corps, même de ses yeux, un des éléments qui démasquent le plus souvent les prédateurs, sont connus pour le rendre invisible. Il est facile de passer inaperçu quand on a le bon déguisement. Pour les animaux qui doivent partir à la recherche de leur proie, c'est nettement plus compliqué. Sur les berges d'un petit cours d'eau dans les forêts de Tanzanie, en Afrique de l'Est, un caméléon de Jackson, pourvu de 3 cornes, est en chasse. Il existe dans cette région plusieurs espèces de caméléons dont la tête est dotée de 3 cornes pointues. Ces appendices ont pour but d'intimider les rivaux et d'impressionner les femelles. La taille est importante. Plus ces cornes sont grandes, plus c'est un mâle dominant. La plupart des caméléons vit dans les arbres et elle est remarquablement bien adaptée à la vie arboricole. Leur démarche hésitante leur permet de passer inaperçus parmi les feuilles agitées par le vent. Ce qui en fait de redoutables prédateurs. Les caméléons sont connus pour changer de couleur. Mais contrairement aux croyances populaires, ce n'est pas uniquement pour se cacher. Ils communiquent avec leur peau. Ils changent de couleur en présence d'un rival, d'un partenaire. Ils montrent des émotions et ils découragent des prédateurs. En aval, une femelle caméléon Triocéros deremensis se sert d'une liane pour rejoindre l'autre berge. Elle adopte une démarche hésitante qui lui permet de se faire passer pour une feuille en se déplaçant. Mais un autre reptile arboricole est également sorti chasser. Une couleuvre verte. Un caméléon juteux serait parfait. Le caméléon se met alors à gonfler et ouvre grand la gueule, pris de peur. Avec l'eau en dessous et le serpent devant elle, cette femelle caméléon est dans une situation difficile. Elle choisit le cours d'eau. Il valait mieux prendre le risque de se jeter à l'eau que d'hésiter plus longtemps. Les caméléons ne sont pas bons nageurs, mais elle est encore gonflée d'effroi, ce qui lui donne une meilleure flottabilité. Elle doit rejoindre la berge avant d'être emportée par le courant, au risque de mourir.
Elle est sauvée. Probablement aucun reptile n'a développé une armure aussi impressionnante que celle du cordyle cataphracte. Ils ne peuvent peut-être pas changer de couleur, mais ils savent parfaitement se protéger. On trouve ces lézards qui vivent en communauté dans la partie ouest de l'Afrique du Sud. 30 spécimens ou plus peuvent partager le même gros rocher. Et ils se nourrissent des insectes qui passent. Mais les chasseurs peuvent à leur tour être chassés. Une zorille explore les alentours à la recherche d'un lézard à se mettre sous la dent. Elles ne sont en général actives que la nuit, mais la région connaît une importante sécheresse. La nourriture se fait rare et elle est obligée de chasser plus souvent pour trouver suffisamment de nourriture. Ses longues griffes l'aident à creuser les fissures de rochers. Ça y est, elle a trouvé une proie. Mais cette fois, elle est tombée sur un os. La peau du lézard recouverte de piquants le protège parfaitement. Il s'est enroulé en boule pour se défendre. La zorille n'arrivera à rien d'autre qu'à se piquer la gueule sur les pics acérés. Malgré ses tentatives, elle ne parvient pas à percer les défenses du lézard. Entre deux essais, le cordyle se déroule pour tenter de s'échapper. La zorille ne s'avoue pas facilement vaincue. Mais aujourd'hui, elle n'a pas de chance. La peau résistante des serpents et des lézards les protège. Mais elle a tout de même un inconvénient majeur. La plupart d'entre eux ne perdent pas leur peau morte régulièrement comme les mammifères. Ils doivent donc muer à mesure qu'ils grandissent, et ils renouvellent toute leur peau en une seule fois. Dans le désert de Namibie, ce Chondrodactylus anguliferme, de la famille des geckos, est en pleine mue. Son ancienne peau se détache de son corps en fine pellicule. Le gecko mange sa mue et assimile ainsi quelques protéines. Dans le désert, la nourriture est rare et rien n'est perdu. Dans les forêts luxuriantes d'Afrique orientale, les ressources sont plus abondantes. Ici, les serpents et les lézards peuvent se permettre d'être moins regardants. Une vipère africaine s'apprête à muer. Avant la mue, les serpents deviennent apathiques et cessent de manger. La couche de peau morte se détache et devient légèrement opaque. Le serpent augmente l'afflux sanguin au niveau de sa tête pour la gonfler
et forcer la peau morte à se séparer de son corps. En rampant, il frotte son corps contre les branches et le tronc des arbres pour arracher la couche morte. Une fois qu'il a commencé, il se débarrasse progressivement de son ancien habit et met à jour une nouvelle armure d'écaille flambant neuve. N'ayant rien mangé depuis plusieurs jours, il part à la recherche d'une proie. C'est le début d'après-midi, et le varan a lui aussi fini par repérer un repas potentiel. Un nid de caille. Il ne va pas rater une prise aussi facile. Les œufs sont riches en nutriments et sont le repas préféré de nombreux reptiles. De plus, ils présentent moins de danger qu'une proie vivante. Pour le varan, ce n'est qu'un repas. Mais pour la caille, c'est une nouvelle génération de perdus. Les serpents et les lézards qui chassent activement leur proie se servent de leur sens très développé pour les débusquer. Les lézards ont généralement une bonne vue. Mais les caméléons sont certainement les mieux dotés de tous, avec leurs yeux proéminents. Ce caméléon nain chasse sur le tapis de feuilles mortes. C'est l'une des plus petites espèces de caméléons. Les adultes mesurent moins de 10 cm. Ses yeux sont orientables indépendamment. Cela lui permet de chercher une proie potentielle devant lui, tout en surveillant les menaces alentour et même derrière lui. Une fois qu'il a repéré son prochain repas, ses yeux regardent dans la même direction. Il bénéficie ainsi d'une excellente vision binoculaire qui lui permet d'évaluer très précisément la distance qui le sépare de sa cible. Son tir est très précis. L'extrémité de la langue est recouverte d'un mucus gluant qui se colle sur la proie avant de la ramener dans sa bouche. Une fois à l'intérieur, une impressionnante rangée de dents broie rapidement le repas. Alors qu'une bonne vue est importante pour la plupart des lézards, les serpents, eux, dépendent nettement plus de leur odorat, mais pas dans le sens où nous l'entendons nous. Ils goûtent littéralement l'air. Les phéromones perçus par leur langue bifide sont immédiatement analysés dans une cavité située dans le palais, appelée l'organe voméronasal ou l'organe de Jacobson. De nombreux mammifères sont également capables de goûter l'air, notamment certains primates, mais pas les humains. Les serpents et les lézards sont majoritairement des animaux complètement silencieux.
En règle générale, les reptiles sont très discrets. Mais il existe évidemment quelques exceptions notables. Quand un serpent siffle, c'est généralement sa façon d'indiquer aux intrus de ne pas approcher. Ici, un serpent mangeur d'œufs frotte ses écailles les unes contre les autres pour amplifier son sifflement. Autrement, la majorité des reptiles est lugubrement silencieuse. À mesure que la nuit tombe sur le littoral du sud de l'Afrique, un cri distinct commence à s'élever dans les dunes. Un autre, puis un autre viennent s'y ajouter, jusqu'à ce que cette cacophonie remplisse l'air. Il s'agit de geckos aboyeurs mâles qui crient depuis leur terrier. Ce cri a deux fonctions. Il appelle des partenaires potentiels et prévient aussi les autres mâles de garder leur distance. Les petits mâles installés trop près des mâles dominants seront brutalement expulsés. Entre deux appels, ils se précipitent hors de leur terrier pour attraper des insectes. Ils mangent une grande variété d'insectes et d'autres invertébrés. Les termites sont leurs préférés. Mais dans le désert, on ne peut pas faire le difficile. Un papillon de nuit fera amplement l'affaire. Plus au sud, un gecko chasse également. Mais son environnement est très différent. Cette espèce de gecko a compris que le monde urbain offre de nombreuses possibilités. Les papillons et les mouches sont attirés par toutes les lumières. Les geckos sont de formidables grimpeurs et ils se sont facilement adaptés aux surfaces lisses. Leur capacité à adhérer aux parois est réellement impressionnante. Les pans de verre verticaux ne les rebutent pas. Les extrémités de leurs doigts présentent de multiples lamelles adhésives recouvertes de poils microscopiques. Ils sont tellement fins qu'ils collent aux parois avec des forces incroyables, similaires à celles qui maintiennent les structures moléculaires. Bien que cette caractéristique de leur évolution soit apparue bien avant les constructions humaines, ces reptiles font bon usage de leur talent d'acrobate dans le monde urbain dans lequel ils progressent. Le soleil qui se lève sur les hauts plateaux d'Highveld, en Afrique du Sud, réchauffe les pierres et réveille la bête qui sommeille. Elle émerge de son terrier et analyse l'air alentour. La voie est libre. Le serpent peut aller se réchauffer sur son rocher préféré. Il est rapide et c'est aussi un bon grimpeur. Il explore les alentours à la recherche de nids d'oiseaux et de trous de souris. Avec plus de 3 mètres de long, la plupart des gens auraient besoin de leurs 2 mains pour attraper fermement son corps. Mais ce n'est pas conseillé. Le mamba noir est connu pour son agressivité
et son venin contient des neurotoxines. La morsure d'un individu de cette taille provoquerait un arrêt cardiaque chez un adulte en l'espace de 45 minutes. Sans antivenin, leur morsure est presque toujours mortelle. Comme pour tous les serpents venimeux, le venin produit par leurs glandes salivaires est le résultat de leur évolution pour les aider à chasser. Si le venin semble être une arme superflue, il sert en réalité à maîtriser les victimes aussi rapidement que possible et à éviter d'être blessé par la proie qui essaierait de se défendre. Il empêche également au repas potentiel de s'échapper avant d'avoir pu être dégusté. Mais le venin ne leur sert pas seulement à attaquer. C'est aussi une arme de défense efficace. Les cobras sont connus pour leur méthode de défense. Ils étendent leur coiffe pour se rendre plus impressionnants et dissuader leurs adversaires. Cette menace est souvent prise au sérieux, car toutes les espèces de cobras sont dotées d'un puissant venin. Et s'ils se sentent acculés, ils n'ont pas peur de passer à l'attaque. Ils injectent alors leur puissant cocktail dans la chair de leurs victimes grâce à leurs crochets. Ils sont craints dans le monde entier. Sur les cendres d'un feu ayant ravagé la côte sud-ouest de l'Afrique, un cobra cracheur à cou noir est à la recherche de souris. Mais un troupeau d'oryx broute l'herbe tout près. Peu de végétation ayant échappé aux flammes dévastatrices, tous les animaux cherchent de la nourriture aux mêmes endroits. Les chemins du serpent et des oryx sont donc contraints de se croiser. Les oryx sont de trop grosses proies pour lui. C'est la plus grande espèce de gazelle d'Afrique. Et le cobra doit faire attention à ne pas se faire piétiner. L'un d'eux s'approche. Et le cobra se redresse, menaçant. Il peut non seulement inoculer son redoutable venin à ses victimes à l'aide de ses crochets, mais il est également capable de le projeter à plus d'1 mètre. Le cobra est terriblement précis, et s'il atteint les yeux, la victime sera temporairement aveugle. Inconscients du danger, les oryx continuent de paître. Cependant, l'un d'entre eux s'écarte rapidement pris de peur lorsqu'il repère enfin le serpent mortellement venimeux. Éviter le reptile est plus avisé. Le cobra peut continuer d'explorer les alentours en paix. Les lézards et les serpents, ayant été parmi les premiers vertébrés à avoir quitté le monde aquatique pour la terre ferme, ils se sont adaptés à presque tous les habitats sur Terre. Loin d'être des monstres guettant dans l'ombre, ils sont les princes des canopées, les seigneurs des montagnes et les sultans du désert.
Cette famille a su évoluer pour donner le jour à l'un des groupes d'animaux les plus variés au monde. De simples lézards de jardin, des dragons à langue bifide, des soldats en armure, des maîtres du déguisement et des cobras cracheurs de venin. Les lézards et les serpents d'Afrique ont évolué de multiples façons pour mieux s'adapter à leur environnement. Mais ils sont tous les incroyables reptiles d'Afrique.